Il y a quelques années, Nicolas chaussait ses premières baskets sur conseil de sa kiné. Dos en vrac, ligaments croisés dans le passé, quelques kilos en trop, pas vraiment le profil du futur ultra-trailer. Et pourtant, fin août 2026, il prendra le départ de l'UTMB, 174 km, 10 000 mètres de dénivelé positif, autour du Mont Blanc. Nico a 42 ans. Il vit en Suisse, il élève son fils à 50% et il travaille à 100%. Et entre les deux, il a réussi à enchaîner en une seule année le Grand Raid du Ventoux, la X-Traversée de Verbier et le Wildstrubel, soit 3 courses entre 70 et 90 km. Dans Coureur du Dimanche, on parle de la progression la plus rapide que j'ai vue depuis que j'anime cette émission. On parle de mantra, de chaussures usées à 850 km, de podiums inattendus et d'un fils sur le bord des barrières à l'arrivée. On parle aussi de ce que ça coûte vraiment, les nuits sacrifiées, les amis qu'on voit moins, les doutes à 3 semaines d'une course cible. Nico se définit lui-même comme un apprenti ultra-trailer. Après cet épisode, tu comprendras pourquoi cette étiquette est à la fois la plus humble et la plus juste qu'il pouvait choisir. Le dimanche. Jour de repos ? Pas pour tout le monde. Il jongle entre le boulot, les enfants, les amis et les kilomètres. Bienvenue dans Coureur du Dimanche, le podcast qui célèbre les héros ordinaires de la course à pied. Chaque mois, un invité, une histoire, une source d'inspiration pour vos sorties longues. Alors lacez vos baskets, montez le son et préparez-vous à courir avec nous. Admettons, vas-y raconte-moi le pire souvenir que t'aies de la course à pied ou d'une course à laquelle t'as participé. Le marathon de Valence en 2024. Je suis parti beaucoup trop vite les 20 premiers kilomètres. Et dès le kilomètre 22, je pense, ouais, ça a été l'angoisse jusqu'à l'arrivée. T'as tenu quand même. J'ai tenu, j'ai serré les dents, j'ai tenu mon temps. Mais je partais tellement vite, je me suis dit je vais mettre 15 minutes de moins que prévu. Et non, je suis arrivé à 1 minute de moins que prévu. Mais en fait, ça a été... j'ai retour de manivelle. T'as fait un beau positif split. C'était exactement ça, ouais. Ouais, Ouais. je connais, j'ai eu l'occasion de le faire aussi lors de mon semi-marathon l'année dernière à Zurich. Bon, c'était moins violent, l'histoire du quart d'heure, mais c'est vrai que c'est extrêmement frustrant de griller tous ces cartouches dès le départ de la course et puis se retrouver à mi-parcours avec plus que la tête pour faire le job, quoi. C'est exactement ça, ouais. Excellent. On a bien débuté. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un un influenceur, on pourrait dire, quelqu'un qui a une très grande communauté sur Instagram. C'est extrêmement impressionnant. D'ailleurs, ça fait pas partie des questions que j'avais prévues, mais je pense que ça peut être extrêmement intéressant pour les gens qui nous écoutent déjà. Donc, tu effectues ta présentation, c'est de nous expliquer comment est-ce que tu as réussi à faire grandir cette communauté Instagram et à quel moment est-ce que tu as débuté. Ouais, déjà, moi c'est Nico, j'ai 42 ans. J'ai commencé vraiment la course à pied il y a un peu plus de 2 ans. Et pour en revenir aux réseaux sociaux, quand j'ai commencé à courir, je partageais, j'aime bien partager en fait les choses qui me font du bien sur ma page Instagram privée. Et assez vite, je me suis rendu compte que je saoulais mes potes. Donc j'ai créé une deuxième page où je me suis dit, là je peux y aller, je partage mon quotidien de coureur. Et assez rapidement, j'ai commencé à créer des concours où je faisais gagner des dossards, des bons chez Decathlon, des choses comme ça. Et ça m'a fait rapidement augmenter ma communauté. Et je pense aussi d'être une personne normale, père de famille, qui travaille et qui se lance dans des défis, ça parle aux gens. Je pense que je suis très naturel dans ce que je partage. Et puis la communauté, effectivement, elle augmente chaque jour. Et c'est plutôt cool. Parle-nous peut-être de ton historique en termes de course à pied. Est-ce que tu as toujours couru, tu as toujours fait du trail ou c'est quelque chose qui est arrivé plus tard ? Non, c'est arrivé en 2024, fin 2023. En fait, moi j'ai été pas mal sportif quand j'étais enfant. Après l'adolescence, j'ai arrêté le sport. Et il y a un peu plus de 15 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes de dos. Donc je faisais encore moins de sport, j'ai pris du poids.
Et il y a environ, je dirais, 7 ans, j'étais chez ma physio pour mes problèmes de dos, Anne. Et elle m'a dit, mais tu t'achètes une bonne paire de baskets et puis remets-toi à courir. Et puis je lui ai dit, mais non, on m'a toujours dit, problème de dos, pas de course à pied. Puis elle m'a dit, non, non, faut y aller. Et j'ai acheté une paire de baskets, je me suis mis à la course à pied. J'ai commencé à prendre du plaisir, courir jusqu'à du 10 km. 10 km où j'étais très content de faire 1 heure pour mes 10 km à plat. Et peu de temps après ça, accident de ski, je me fais les ligaments croisés. Donc voilà, de nouveau, stop course à pied. Et j'ai même plus tellement pensé à la course à pied, mais j'ai commencé sur les réseaux à suivre pas mal d'ultra trailers, mais sans me dire qu'un jour je pourrais peut-être le faire. Et lors d'un repas de famille, j'ai discuté avec mon beau-frère qui pratique beaucoup la course à pied et surtout le trail. Et lui, il m'a dit, mais si ça te fait rêver, il faut te remettre à la course à pied, puis moi je te coach. Et ça a commencé comme ça en fait, fin 2023, où j'ai racheté des paires de baskets, fait de la route, découvert le trail. Et puis depuis là, ça s'arrête plus vraiment en fait. Tu as prononcé quelque chose de très intéressant que j'adore. Remettre en avant ou encore étaler la confiture, c'est une de ces fameuses croyances où on se dit que si tu as mal au dos, il faut surtout pas courir. Et je souligne l'éclair de génie de Anne que j'avais déjà pu recevoir dans le cadre du podcast dans un épisode, je ne me rappelle plus exactement le titre, mais j'en profiterai pour remettre le lien dans la description de ton épisode. Si tu nous parles peut-être de tes premières sensations quand tu as repris en termes de douleur au dos pour les personnes qui ont peut-être justement maintenant des problèmes au dos, comment est-ce que ça s'est passé, les sensations que tu ressentais? Alors déjà, j'ai été me faire conseiller dans un magasin spécialisé pour avoir une paire de baskets qui était adaptée, une paire de chaussures à ma morphologie. Les premières fois, j'étais un petit peu sceptique parce que je me suis dit, mais toutes ces secousses, ça va me donner mal au dos. Donc effectivement, les premières sorties, j'avais quand même un petit peu des douleurs partout, hein, je faisais plus tellement de sport. Et puis assez rapidement, mes problèmes de dos, j'avais notamment des hernies discales avec un sciatique qui était tout le temps enflammé. Ça a disparu. Depuis 2 ans, je n'ai plus de douleur au dos. Donc je dis merci à Anne, merci à la course à pied. Mais effectivement, même si on a des problèmes de dos, il faut avec l'avis peut-être d'un spécialiste, mais faut pas avoir peur à se lancer. Parlons également peut-être de ton profil. Tu es quelqu'un qui a eu un passé polysportif, je dirais, comme moi, comme passablement de gens quand même, qui débutent peut-être un peu plus sérieux la course à pied sur le tard. Toi en plus tu l'as fait 2 fois. Quand tu as commencé, c'était quoi le plus difficile pour toi? Déjà, c'était de trouver une routine et puis quand même de la motivation parce que d'avoir une paire de chaussures et puis un équipement, ça veut pas dire qu'on va encore courir. Donc, il faut déjà quand même se motiver parce qu'au début, c'est pas facile. J'avais plus tellement de cardio. J'avais quelques kilos en trop. Je faisais 5 km. J'étais rouge écarlate. J'arrivais plus à respirer. Et en fait, il faut passer ce cap. Donc rapidement, j'ai eu mon coach, Nicolas Kipfumler, qui m'a fait mes plans d'entraînement. Et puis après, je me suis dit, il faut vraiment de la discipline. Et puis, si c'est fixé que tel jour on y va, qu'il fasse beau ou pas beau, on suit l'entraînement, on suit le plan. Et je pense que quand on arrive à passer ce cap de la discipline, après on y va de toute façon par plaisir. Tu as parlé de discipline au début, tu disais que tu as des enfants. J'imagine que quand tu faisais pas de sport, tu faisais, c'est con à dire, mais tu faisais pas de sport, donc potentiellement il y avait davantage d'espace, peut-être pour des activités en famille. Comment est-ce que tu as géré cette transition-là, justement, entre le moment où tu commences à reprendre le sport, tu es moins souvent là, alors arrivent peut-être les moments où tu vas adapter les heures de tes entraînements. Là, on se dirige vers les journées qui s'allongent, le soleil qui se lève plus tôt, mais c'est pas forcément évident quand même de gérer ça. Toi, comment tu t'y es pris? Déjà, premièrement, j'ai la garde de mon fils à 50%, donc j'ai quand même passablement de temps pour moi. Après, mon fils il a 12 ans, donc il est quand même pas mal indépendant. Je peux facilement me réveiller plus tôt, aller refaire mon entraînement, je suis de retour avant qu'il se lève.
Et puis, ce que j'ai aussi mis en place, c'est que, à force de me voir courir, il a du plaisir en fait à me voir faire du sport et maintenant il s'est mis à la course à pied et on partage en fait cette passion ensemble. Et c'est vraiment cool. Ce week-end, je vais faire avec lui. Je l'ai inscrit à un trail de 10 km et puis on va le faire en patrouille. Je vais l'accompagner. Donc voilà, l'excuse d'être papa, c'est pas une bonne excuse. On trouve des solutions. Qu'est-ce que ça représente pour toi justement de te dire que une activité que tu as débutée alors, par hasard ou pas, mais que tu as débuté quand même il y a un certain nombre d'années, ça inspire ton fils et c'est des moments que vous vivez ensemble. Qu'est-ce que ça t'inspire ça? Je pense que c'est vraiment génial si je peux justement donner ce côté sportif à mon fils qui trouve aussi du plaisir et puis une passion. Voilà, on peut inspirer comme ça. Je vois que en tout cas pour son équilibre aussi, il a aussi un côté hyperactif comme moi. Ça lui fait vraiment du bien et il s'en rend compte. Si on va plonger un peu dans ta mémoire, tu te rappelles du premier dossard que tu as accroché? Alors, j'ai des souvenirs enfants quand on avait le cross à l'école. Après, quand je me suis mis il y a 7-8 ans sur conseil d'Anne à la course à pied, ça a été les 10 km de Lausanne que j'ai fait la première fois en 1 heure, l'année d'après en 55 minutes. Et après, quand je m'y suis remis vraiment suite à mon accident des ligaments croisés, ça a été le trail nocturne de la vallée de Joux qui s'appelait la Nocturne des Loups. Et ouais, je m'en rappelle encore bien, mais je pense que chaque dossard que j'ai mis, en fait, c'est tellement des bons moments avec des moments plus durs pendant la course. J'arrive à me rappeler du dossard. Mm-hmm. Et je vais volontairement faire un saut plus loin en termes kilométriques. Tu te définis toi-même comme apprenti ultra-trailer. Et là, tu me rappelles justement de la Nocturne des Loups. Sauf erreur, c'est une petite distance. Ça va jusqu'à... La première, c'était 10 km. C'est ça, exactement. Ouais. Donc maintenant, tu es plutôt en train de chasser des distances beaucoup plus longues, 70, 80, 100 km, voire peut-être même des 100 miles. Comment est-ce que tu as construit ta progressivité? Est-ce que finalement tu t'es dit là j'ai envie de faire un 70 kg et j'y vais, ou est-ce que dans ton esprit tu t'étais déjà préparé mentalement à y aller étape par étape? Non, alors au début je voulais des objectifs qui étaient atteignables, hein. Donc c'est pour ça que j'ai commencé avec la première année un 10 km. Après j'ai fait le semi-marathon d'Aletsch. J'ai suivi avec le 25 km du Bar-Latais à l'Etiva. Et je me suis assez vite rendu compte qu'en fait ce que j'aimais c'était la distance. Plus elle est longue, plus le temps passé en fait en course. Et puis en même temps je me suis dit je veux quand même essayer un petit peu la route. Tout le monde parle du marathon, donc j'ai suivi droit derrière un semi-marathon à Lausanne, après le marathon de Valence en Espagne. Et puis après ça j'en ai causé avec mon coach à la fin de l'année 2024 et je lui ai demandé ce qu'il pensait pour l'année d'après. Je lui ai dit je pense que j'aimerais bien faire un marathon de montagne. Et puis lui il me dit non mais écoute, moi je trouve que tu as le mental, tu as le corps qui suit, tu as déjà fait un marathon à plat, maintenant on va voir un peu plus loin. Je lui avais déjà parlé de l'UTMB. Et il m'a dit, si un jour tu aimerais aller à l'UTMB, il faudrait faire des courses qui sont dans le circuit UTMB. Et c'est en discussion avec lui que 2025, j'ai fait 3 courses by UTMB entre 70 et 89 km. Et puis c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait c'est ce que j'aimais, de passer 12, 13, 14, 15 heures en course. J'avais eu beaucoup plus de plaisir que sur un semi-marathon à plat en fait. Mm-hmm. Quand tu passes autant de temps justement en montagne, une fois j'ai passé à peu près 10 heures en montagne. Alors c'était un cauchemar parce que j'avais prévu d'en passer 6, mais bon, j'ai fait une estimation comme j'ai l'habitude de le faire en me disant c'est bon, c'est un marathon de trail, le Villar Ultrax, où je me disais un marathon je pense que je peux faire en 4 heures, allez un marathon montagne je vais faire 6 heures. Le vainqueur il a fait 6h50 je crois, donc mes estimations elles étaient pourries. Je me rappelle encore toutes les fois où j'ai failli abandonner et puis toutes les pensées parasites que j'avais pendant ces 10 heures que j'ai failli passer en montagne. Toi, est-ce que c'est ce que tu recherches justement, le fait d'être confronté à un aspect de toi que tu n'as pas l'habitude de connaître, ou c'est autre chose? Je pense qu'il y a plusieurs choses.
déjà, j'avais lu que sur ces courses longue distance, il y a de toute façon des moments qui vont être plus difficiles. Donc je pense que si on le sait, ben, on est plus ou moins préparé. Après, c'est aussi quelque chose que maintenant je recherche, c'est qu'on a ces moments des fois difficiles, hein, ces coups de mou, qui peuvent durer plus ou moins longtemps. Mais par contre, le moment où le bien reprend le dessus, en fait, on se sent tellement bien, on a l'impression de voler. Bon, des fois, ça dure pas longtemps, mais en fait, c'est une sensation qui est hyper agréable. Et puis après, pour toutes ces idées parasites, moi, je travaille pas mal avec des mantras que je prépare à l'avance. Sur mes premières courses, je les imprimais sur un tout petit fichet, mais maintenant, je les connais. Et puis, dès que j'ai ces idées parasites qui viennent, voilà, je me relance sur mes mantras et ça m'aide en fait à aller de l'avant. Et puis une chose en plus, c'est des moments où on est seul en montagne. Bon, il y a d'autres concurrents, mais on peut profiter de la vue, des sentiers et aussi un peu penser à sa vie, penser à ce qu'il y a eu avant, qu'est-ce qu'on est en train de vivre et puis surtout qu'est-ce qui nous attend plus tard. Donc voilà, c'est un peu tous ces paramètres qui font que j'aime passer des heures sur les sentiers en montagne. T'es d'accord de nous partager un de tes mantras? Oui, alors un tout simple, c'est que surtout dans les moments durs, c'est, je me dis, voilà, j'ai suivi avec discipline mon plan, je suis prêt, j'ai pas honte d'être là. Et puis déjà, en pensant positivement à ça, ça m'aide. Puis un deuxième, je pense souvent à mon fils. Ou par exemple, je me dis, mais voilà, pense à ton fils, pense à Léon, comme il va être fier quand il va te voir sur la ligne d'arrivée. Tu t'en rends pas compte avant peut-être d'avoir terminé ta première course quand t'as un enfant. C'est quand tu le vois la première fois à l'arrivée de la course que tu dis oh, mon Dieu, c'est extraordinaire, je vais vivre ça toute ma vie. Ouais, moi il m'avait déjà vu une ou deux fois, mais effectivement, il y a un pote qui était sur une de mes courses, à la Wildstrubel 70 l'année passée, et il m'a filmé en fait à l'arrivée. Et c'est là où je me suis rendu compte, c'est que il y avait le bénévole qui était là avec les médailles, et en fait je l'ai zappé, j'ai vu qu'il y avait mon fils sur le coin de la barrière, j'ai été, et puis là j'ai vu en fait son sourire et son visage, il était encore plus content que moi en fait. T'es un héros pour ton fils. C'était ça, ouais. Ces trois courses, tu les as enchaînées quand même, en tout cas pour le congrès du Ventoux, c'était quand? C'était fin avril 2025. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ces trois courses, tu les as enchaînées quand même dans un horizon temporel qui est relativement court. Donc le Grand Raid du Ventoux en avril, la X-Traversée en juillet et le Wildstrubel en septembre. Ça fait beaucoup de kilomètres en peu de temps. Comment s'est comporté ou comment s'est passée cette préparation et l'après-préparation? Donc effectivement, parce que si je reviens en arrière, 2024, je crois que c'était la deuxième année que je courais. J'ai fait 1700 km et 25 000 mètres de dénivelé. 2025, ça m'a fait un total de 2300 km environ et 75 000 de dénivelé positif. Donc effectivement, il y a quand même une grosse évolution. Le corps a bien suivi. Par contre, je fais à côté du yin yoga. Je fais un petit peu de natation, du massage rouleau. Et puis surtout, j'écoute mon corps. Dès qu'il y a quelque chose qui commence à titiller, je prends rendez-vous chez un masseur et je lève un petit peu le pied. Mais c'est vrai que l'année passée, elle a vraiment été assez fantastique. Aucune blessure. Et je pense qu'il y a le fait que le coach, je suis vraiment le plan. La première année, 2024, j'ai pas tout suivi. J'ai eu un syndrome d'essuie-glace, et puis j'ai vu comme c'était long à s'en remettre. Donc voilà, je pense que si on est aussi bien aidé, suivi, puis il faut écouter son corps. Si tout d'un coup il y a 2-3 douleurs, il faut essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Lever le pied. Alors c'est sûr que tu peux avoir le meilleur plan d'entraînement du monde, si tu le suis pas, forcément les résultats viennent pas. Un plan d'entraînement qui est, je dirais, un peu approximatif, mais que tu suis la lettre, peut-être que ça fonctionne, mais c'est clair que le plus important, c'est quand même de s'écouter. Ça, c'est clair et net. Dans toutes les courses que tu as participé depuis que tu pratiques la course à pied ultra de manière régulière, est-ce qu'il y a un événement en particulier qui résonne encore en toi aujourd'hui? Oui, je pense la Barlatet. J'ai beaucoup apprécié en fait de se retrouver comme ça dans ce petit village à l'Étiva où il y a une grosse tonnelle qui est montée. Le parcours
vraiment très très beau. Les bénévoles super. Petite organisation, mais vraiment on se sent comme à la maison. Et puis cette course, je l'ai fait 2 fois. Une fois en 2024, tout seul en 25 km. Et puis l'année passée, je l'ai fait en patrouille avec un ami à moi, Ludo. Et puis je lui avais proposé de faire ça en patrouille, de 25 km. Puis en rigolant, je lui ai dit, mais écoute, on le fait. Et puis si on y va, c'est pour un podium. Et il m'a complètement sorti de ma zone de confort. Parce que c'est une belle machine, Spot. Et on a réussi à faire une 2e place. Donc voilà, j'étais très content de ce résultat. Et puis surtout, sur une course comme ça qui est pas trop grande et qui reste à taille humaine. Mhm. La course à pied récréative, c'est toujours quelque chose que je trouve fascinant. Alors, c'est une expérience que j'ai jamais vécue et que je cherche pas forcément à vivre. Mais toi, tu as eu la chance de vivre un podium. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver sur un podium quand on se dit, finalement, j'ai rien à gagner, je vais peut-être gagner 1 kilo de fromage, je ne sais pas trop. Mais est-ce que ça change la perception que tu as de toi-même quand tu te retrouves sur le podium d'une course ? Quand même de la fierté de se retrouver sur la 2e marche avec effectivement il y a de nouveau mon fils, donc ça m'a fait plaisir. Mais après je fais pas tous ces entraînements et je participe pas à toutes ces courses pour un podium. Je fais ça vraiment pour ma santé physique, mentale, et c'était vraiment un petit sucre de se retrouver sur un podium. L'année passée, j'ai aussi fait un podium sur la course des Roches à Thierrens, aussi où c'était pas prévu. Donc, on voit aussi que le travail, ça paye. Et puis qu'il y a tout d'un coup possibilité, un jour ou l'autre, de se retrouver sur un podium. Mhm. Ça, c'est pour les côtés, je dirais, exaltés, les côtés fantastiques. Dans les propos que tu tiens, je ne ressens que de l'enthousiasme. Est-ce qu'il y a des moments de down aussi ? Oui, alors il y a des moments de doute déjà, quand tout d'un coup il y a une douleur. Cette année, on va en parler après, mais j'ai des gros objectifs. Il y a environ 3 semaines, un mois, j'ai tout d'un coup eu des douleurs à un genou. Et là, en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais il y a tout qui est fini, tout ce qui est prévu cette année, ça va pas le faire. Et puis je me suis dit, non, on va réfléchir, voir ce qui se passe. Et puis je me suis rendu compte que ma paire de chaussures de route, que j'utilise un peu tous les jours, elle avait 850 km. Et puis la mousse qui était HS, j'ai changé de basket, plus de douleur au genou. Et puis autrement, sur Ultra, il y a aussi eu des moments. L'année passée, il y a une course où j'ai pas eu d'assistance, c'était à Wildstrubel. Et puis là, dès le kilomètre 5, j'ai senti un échauffement sous le pied. Puis là, je me suis dit, c'est mal parti, ça va finir avec des cloques pas possibles. Et puis ça n'a pas manqué, puis c'est la seule fois où j'avais pas d'assistance pour encore avoir une autre paire de chaussures. Et puis là, c'est des moments où il faut, c'est pas tellement cool. Il faut serrer les dents. Et puis, comme je l'ai dit avant, il y a un moment où ça ira mieux. Oui, tu te répètes effectivement ces fameux mantras qui te permettent d'aller jusqu'à l'étape d'après. Tu te définis sur ton compte Instagram comme apprenti ultra-trailer. À partir de quel moment est-ce que tu penses que tu seras plus un apprenti ? Dans le monde de l'ultra, je sais pas. Je pense qu'il faut longtemps parce que on peut vraiment rien calculer sur ces longues distances. On peut être prêt et puis le jour de la course, il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu. Donc je pense qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Il y a tellement de réglages fins au niveau du matériel, au niveau de la nutrition, de l'hydratation, du repos. Donc je pense que pour ne plus être apprenti dans ce domaine, je pense qu'il faut vraiment déjà quelques années. Et puis actuellement, j'ai fait que jusqu'à 90 km. Cette année, j'ai d'ici 3 semaines un 109 km en Alsace. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un dossard pour l'UTMB fin août. Donc pour moi je suis encore à un niveau d'apprentissage, et puis je pense que je vais vivre des galères, des bons moments, mais ça fait partie du jeu. Tu as commencé un peu à nous dire qu'est-ce que tu as prévu comme objectif cette année. Tu as prononcé le mot qu'il ne fallait pas, ou alors le mot qui déclenche tout. Tu as parlé du TMB. J'ai bien compris que l'année dernière, ça a été une année de préparation. Cette année, tu es également en préparation. L'apprenti ultra-trailer s'apprête quand même à, je dirais,
apprendre à nager seul, fin août, tu fais partie des chanceux qui ont pu obtenir un dossard pour l'UTMB cette année. Qu'est-ce que ça te fait déjà d'avoir été sélectionné? Alors, c'était mitigé, hein, parce que avant de participer au tirage au sort, moi, jusqu'à fin décembre l'année passée, dans ma tête, c'était on commence par la CCC. Puis après, on discutait avec mon coach. Il m'a dit, mais toi, ton rêve, c'est quoi? C'est la grande boucle. Et puis, ben oui, clairement. Et il m'a dit, bah, tu as fait 3 courses cette année, tu as récolté 9 running stones. Si tu es tiré au sort à la CCC, bah, ça veut dire que il faudra recommencer à zéro, hein, pour obtenir de nouveau tes running stones, pour participer au tirage au sort de l'UTMB. Et puis il m'a dit, bah, si tu n'es pas tiré au sort, ça laisse une année de plus de préparation pour se relancer, gagner d'autres points. Et puis je me suis dit, bah ouais, effectivement, allez, go, on se lance sur le tirage au sort de l'UTMB. Et j'ai relativement souvent de la chance dans les concours, les tirages au sort. Et c'est vrai que quand j'ai reçu le mail, alors j'ai crié de joie, mais tout de suite derrière, j'ai eu peur. Je me suis dit, ah ouais, quand même, quand même, fin août, ça sera parti pour 174 km et quand même 10 000 mètres dénivelé. Là, je me suis dit, ça rigole plus. Et puis après, directement, je me suis dit, maintenant, il faut être focus sur la préparation. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais par contre, je savais que cette année, elle allait être encore plus rythmée et que je devais encore consacrer plus de temps à ma préparation. Ouais. Mhm. Prenons peut-être, alors là on est début mai, faisons un rétro-planning, donc tu es à mi-chemin de ta préparation, donc tu as la joie, tu as forcément directement les 10 000 mètres de dénivelé qu'il va falloir avaler, tu prends une feuille blanche avec ton coach, comment est-ce que tu construis ton année, les 8 mois qui te séparent entre l'annonce de ta sélection et ton départ? On avait déjà fixé l'Ultra Trail des Païens, que je vais participer au mois de mai, qui est un 109 km et 4000 mètres dénivelé. Donc là, on s'est dit, top, ça fera un bon entraînement. Et puis après, depuis là, on a essayé de planifier à quel moment encore je fais d'autres courses, planifier des week-end shocks, des semaines intensives. Donc ça demandait pas mal d'organisation au niveau de la garde de mon enfant, parce que j'ai ce paramètre-là. Et puis de devoir consacrer pas mal de jours de congés de vacances à cette préparation. Et puis c'est là où on a dit début de l'année, 1 ou 2 trails blancs. Après, j'ai demandé à participer à l'Urban Trail de Lausanne, mais sur un format 19 km. Je lui ai dit, j'aimerais bien un petit truc explosif un peu début de l'année. Et puis, après, il y a l'Ultra Trail des Païens. Et puis, j'ai quand même besoin du dossard. Moi, j'aime en fait vivre ce moment, vivre cette ambiance, sans parler de performance, mais simplement d'être là avec d'autres personnes passionnées et de passer un bon moment, d'avoir aussi tous ces ravitaillements. Ça aide sur les courses. On n'a pas besoin d'avoir tout cet équipement avec nous quand on court. Donc, je me suis inscrit encore à un trail de la Mimona à Cromontana au mois de juin. Après, au mois de juillet, la 66 km du Montreux Trail Festival. Et puis, début juillet, j'ai pris une semaine de vacances où là, je vais aller faire la reconnaissance sur 4 jours de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc voilà, c'est une année qui est vraiment millimétrée par rapport à cette préparation. Et pour l'instant, je suis très content parce que le corps, il répond bien. Par contre, il y a des choses à mettre en place, hein. Il faut faire des choix, du repos, et puis mettre entre parenthèses un peu certaines activités plus récréatives avec les potes, et puis plutôt de passer du temps à courir sur les sentiers. Je vais rebondir d'ailleurs sur la partie activité récréative avec les amis, parce que c'est vrai que on rencontre passablement de monde quand on pratique du sport, quand on participe à des courses. Plus on s'entraîne, plus finalement ça correspond aussi un peu, alors c'est pas un isolement social, on est d'accord, mais tu te mets quand même un peu en marge des autres potes qui font pas de sport. Est-ce qu'ils comprennent ton choix? Alors je pense que certains oui, d'autres pas.
J'ai souvent des échanges par message avec voilà, mes bons copains, mes bonnes copines. Ce que je ressens surtout, c'est que la plupart ils sont très contents de voir comme je suis épanoui et puis que je fais quelque chose qui me plaît. Et puis après, ben, pour moi, ceux qui ne le comprennent pas, en fait, ça me passe par-dessus. C'est vraiment un choix. C'est pas que je me prive de certaines choses, c'est que ben, si on veut pouvoir atteindre certains objectifs, ben, il faut s'entraîner. Et puis surtout, ce qui est hyper important, je me suis rendu compte, ben, c'est le repos. Parce qu'autrement, on le paye. Et puis la course, elle ne se passe pas comme prévu. Ouais. Alors, le repos, le manque de repos en tout cas se paye déjà à la base, et qui plus est à nos âges. Oui, alors clairement, oui. Je serais tenté de dire, on peut durer longtemps dans un ultra avec l'âge, c'est plutôt quelque chose de positif, parce qu'en soi, ça veut aussi dire que potentiellement on a encore quelques belles années devant nous. En revanche, l'absence de repos, là c'est clair, nous on va le payer beaucoup plus violemment qu'un petit jeune de 20 ans. Oui. Ça, c'est clair et net. Tu parlais avant également de passablement de choses à mettre en place, aspect nutritionnel. Alors, tu as l'habitude d'avoir passé passablement d'heures à l'extérieur, 10 heures, 11 heures. Là, je pense que ce sera plutôt 22, 24. Je ne sais pas trop combien de temps tu as prévu. Donc déjà, ça implique quand même de passer 1 à 2 nuits à l'extérieur. Ouais. En termes nutritionnels, tu vas passer beaucoup plus de temps sur le parcours à manger chaud, froid, des tas de température. Comment est-ce que tu as intégré ça dans ta préparation d'entraînement ? Ouais, alors ça c'est vraiment c'est intéressant que tu parles de ça, c'est hyper important de se préparer. Et puis sur chaque sortie longue, moi je vais faire des essais en fait sur la nutrition, l'alimentation, le matériel aussi. Et c'est là où on peut faire les réglages. Parce que déjà si on fait une sortie longue de 30 ou 40 km, ça permet déjà de tester pas mal de choses. Et en fait, tous ces tests, ça permet après vraiment de savoir en fait le jour J, qu'est-ce que tu vas faire et comment tu vas le faire. Donc j'ai essayé plein de choses, puis après on est tous différents. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que mes premières courses de l'année passée des 70 km, j'avais prévu dans mon plan de nutrition pas mal de choses solides. Et puis assez rapidement, après 3-4 heures, en fait, on n'a plus faim, ça passe plus vraiment. J'essaie de me forcer s'il y a des ravitaillements avec un repas chaud, de manger un petit peu. Mais autrement, en tout cas personnellement, moi ce qui fonctionne bien, c'est ce qui est sous forme de gel. Et ce que j'essaye au maximum en fait, c'est d'avoir au niveau de la boisson d'effort, souvent quelque chose qui est un petit peu surdosé. Mais comme ça en fait, j'ai toujours un taux de glucides qui est assez élevé. Parce que c'est vraiment chez moi quelque chose que de commencer à mâcher, etc. En fait, ça me fait plus envie du tout lors de ces grandes courses. Tu as prévu et tu vas participer à un trail en Alsace d'ici quelques semaines. L'épisode il va sortir environ 2 semaines avant la course. Tu vas tester quoi en priorité lors de ce premier event en fin mai ? Là, je vais vraiment essayer de mettre en place tout ce que j'ai prévu déjà pour l'UTMB, que ce soit depuis les 2 jours avant où je stoppe les fibres. Je vais me concentrer sur les 2 jours avant, je vais manger du riz, des pâtes avec des sources de protéines. Et puis après le jour de la course, c'est environ 2h30 à 3h avant la course, le petit déjeuner. Après un apport de glucides juste avant le départ. Et puis, ce que je veux vraiment essayer sur cette course, c'est d'avoir, je pense, le 80% de mon alimentation qui va être au niveau de la boisson d'effort. Je l'ai essayé sur les sorties longues, et puis même en surdosé, ça tient au niveau de la digestion. Parce que en ultra, bien sûr, il y a le mental qui fait, mais je pense que la moitié des personnes qui abandonnent, c'est à cause des problèmes de digestion, en fait. On est fin août 2026, tu es sur la ligne de départ, Conquerors of Paradise d'Evangelist, t'entends la chanson, etc. Tu pars, pourquoi ? Je pars pour vivre déjà, comme j'aime bien le dire, une belle balade, de profiter des sentiers, de la vue, et puis aussi de voir jusqu'à où on peut aller. Je sais que ça va être dur. Après, je sais qu'il y a des moments où j'aurai plein d'endorphines, où ça va être des moments magnifiques, mais je fais ça aussi pour me créer des souvenirs.
Aussi pour montrer l'exemple à mon fils, pour lui montrer que ben voilà, si on a des rêves, si on se donne les moyens, ben on peut y arriver. Et puis, bah, je pense que c'est qu'une première étape. J'ai plein d'autres idées par la suite. Donc je le fais vraiment pour vivre, vivre une aventure. Je te recommande l'île de la Réunion après. Alors ça fait partie des projets qui pourraient être très J'ai très pas fait sympas. la course, mais j'ai fait le parcours, Oui. j'y étais, donc... Non, la diagonale des fous, effectivement, ça fait partie des c'est courses qui font rêver. Ouais. C'est bien un truc de psychopathe où le truc ultime, le défi ultime pour chacun, je pense. Ça va clairement être celle-là. Tu as parlé de passer du temps à l'extérieur, de vivre une aventure. J'imagine quand même que pour quelqu'un comme toi, qui a autant d'abonnés, tu as quoi, 25, 26 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Sur les différentes plateformes réunies, oui. Ouais, il y a quand même peut-être, alors je vais pas dire un coup à jouer à ce niveau-là, mais tu vas quand même pouvoir alimenter passablement tes réseaux sociaux et faire vivre ton aventure à tous tes abonnés. Comment est-ce que tu as imaginé ça, toi? Premièrement, ce partage sur les réseaux, moi, c'est vraiment de partager en fait ce que j'aime. La deuxième chose, je me suis rendu compte qu'en fait, ça inspire beaucoup de personnes. Je reçois régulièrement des messages de personnes qui me disent j'ai vu ta story, j'ai vu ton réel, j'ai enfilé mes baskets, j'ai été courir. Et puis ça, je trouve que c'est hyper gratifiant en fait, parce que je suis pas là pour montrer la performance, je veux dire, mais plutôt pour partager avec les gens. Et puis je reçois beaucoup de messages. Je prends du temps à répondre et j'adore ces échanges. J'ai pu rencontrer aussi pas mal d'abonnés. On a partagé 2-3 sorties et puis ça c'est vraiment super cool. Et pour l'UTMB, j'ai créé des capsules sous forme de réel que je sors quand j'ai le temps, parce que voilà, il faut trouver le temps pour créer du contenu, mais où je donne un petit peu mes expériences. Je ne veux pas dire vraiment des conseils, parce que je suis personne pour donner des conseils, mais plutôt qu'est-ce que j'ai testé, qu'est-ce qui fonctionne bien pour moi. Et puis j'ai encore plein d'idées comme ça sur mes 2-3 ans, des moments de galère, des choses qui ont bien fonctionné, en fait de pouvoir partager ça avec ma communauté. Et l'UTMB en lui-même, le rêve, ça serait de pouvoir créer un film en fait sur l'événement. Pour ça, il faut des moyens, il faut trouver du monde qui est disponible. Je ferai sûrement un ou deux réels par la suite. J'ai de la chance d'être accompagné par un couple qui vont venir faire mon assistance sur l'événement. Donc on va essayer quand même de pouvoir capturer quelques moments, des vidéos. Mais le but c'est de partager tout ça. C'est surtout pour que ceux qui me suivent peuvent se dire si j'ai envie de faire ça, c'est possible. Donc c'est vraiment pour inspirer. Mhm. Et au-delà de l'inspiration, 20 000 abonnés, ça te permet de... Tu as une certaine notoriété quand même. Est-ce que ça t'apporte quelque chose, indépendamment du nombre qui est juste extraordinaire? Alors je pense qu'il y aurait moyen de faire monétiser tout ça. Mais moi, c'est vraiment pas mon but. J'ai eu 1 ou 2 partenariats, mais au bout d'un moment, j'avais pas envie d'être le supermarché non plus. Donc déjà, mes priorités, c'est de mettre en avant que des produits que j'ai testés, que j'utilise moi personnellement. Donc je reçois, mais je pense toutes les semaines, des demandes de marques pour faire de la publicité, recevoir des échantillons. Mais en fait, déjà, quand le produit me parle pas du tout, je refuse. Donc maintenant je suis resté très restreint au niveau de ce que je partage. Et puis c'est plutôt, en fait pour moi c'est vraiment pas de la publicité, c'est que je mets en avant des produits qui ont fait leur effet sur moi. Et puis moi je travaille à 100% à côté, donc j'ai pas besoin de ça en fait pour vivre. C'est plutôt en fait je m'amuse en partageant. Mais effectivement, oui, c'est quand même assez élevé, surtout pour un sportif suisse. C'est une communauté qui est grande. Et puis c'est ça qui me motive aussi de continuer à partager en fait. Tu sens l'énergie de toutes ces personnes qui te suivent au quotidien, effectivement. Quand on prend le recul sur les 10 dernières années, est-ce que tu aurais imaginé que tu en serais là aujourd'hui ? Non, alors jamais, parce que je suivais moi depuis déjà un moment des athlètes comme Casquette Verte, comme Kilian Jornet, Ludovic Pomeray, et jamais
je me suis dit un jour, je vais participer à cette course à l'UTMB. Je trouvais ça hallucinant. Je me suis dit, mais c'est pas humain. Jamais de la vie. Et maintenant, en fait, je me rends compte que voilà, je suis pas encore arrivé aux 100 miles, mais en finissant mon Ventoux l'année passée en 89 km, je me suis dit, ouais, c'est faisable en fait. Ouais, tout le monde peut y arriver si on s'en donne les moyens. Je rappelle pour les gens qui veulent nous suivre, peut-être le nom de ton compte Instagram, c'est comment déjà ? Nico Run Trail Co. Je mettrai le lien dans la description de cet épisode et puis je m'attends à ce que tu nous fasses partager un max ces prochaines étapes jusqu'à cette fin du mois d'août où tu vas entamer le tour autour du Caillou. Oui, donc promis, je vais continuer à partager comme je le fais actuellement voilà, mes entraînements, mes moments plus durs aussi. Et puis voilà, pour tous ceux qui m'écoutent et qui me suivent, ça me fait toujours très plaisir vos messages d'encouragement. Et puis j'espère qu'on pourra vivre encore plein de belles aventures ensemble. Magnifique. Merci mille fois Nicolas d'être venu aujourd'hui. Je te souhaite Hugo. une super préparation et à très bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté Coureur du Dimanche. Si toi aussi tu as une histoire forte liée à la course, un défi, une galère, une renaissance, un moment fou, viens me l'envoyer. Les récits des coureurs comme toi font vivre ce podcast. À très vite et continue à courir au-delà du mur.